Le vendredi, on traite des sujets patrimoniaux, des sujets de finances personnelles avec deux experts qui nous accompagnent pendant cette demi-heure. Igor Demac, conseiller en gestion de patrimoine chez Vital Épargne. Bonjour et bienvenue Igor. Bonjour Grégoire. Et Stéphane Van Nuffel, conseiller en gestion de patrimoine également, cofondateur de netinvestissement.fr. Stéphane, bonjour et bienvenue. Grégoire, merci. Petit commentaire boursier, Igor, quand même peut-être pour saluer cet esprit de novembre qui semble encore souffler sur les marchés boursiers et puis savoir un petit peu quelles ont été les réactions de vos clients aux uns et aux autres. Est-ce que ça y est, il y a un regain d'intérêt de la part des clients finaux autour de la bourse ? Oui, souvent quand la bourse fait des performances importantes sur une période courte, évidemment, ça égaye un peu tout le milieu financier, puis ça éveille finalement l'appétit des investisseurs pour revenir sur la bourse, parce que quand on regarde ce qu'a fait le CAC 40, qui est toujours négatif depuis le début de l'année. C'est vrai. On ne peut pas dire non plus que c'est une année boursière exceptionnelle. Celui qui a placé son argent au début d'année perd encore un petit peu. Pas beaucoup avec le CAC 40 dividende réinvesti, parce que si le CAC 40 est à 5006, le dividende réinvesti il est près de 12 000. N'oubliez pas que notre indice est un des rares qui est publié sans dividende réinvesti, ce qui n'est pas le cas des indices américains ou allemands. Mais aujourd'hui, on a le sentiment que la bourse fait son travail, simplement d'anticiper une sortie de crise sanitaire, une sortie de crise économique, un environnement monétaire et financier qui est très favorable, très liquide, et on le verra avec la réunion de la Banque Centrale Européenne. Donc aujourd'hui, avec les tendances structurelles, on en parlera pour les fonds thématiques qui se sont installés avec le Covid, les investisseurs reviennent un petit peu sur la bourse. Est-ce que ça marque un moment important ? Est-ce que vous avez l'impression que dans les allocations, les patrimoines que vous regardez ou que vous gérez, il y aura peut-être demain un peu plus de parties financières boursières que précédemment ? Ce qui se passe, c'est qu'avec le Covid, on a découvert qu'on pouvait stopper des entreprises, des industries, des classes d'actifs. Si vous avez un fonds de commerce, si vous avez des murs de restaurants, on peut aujourd'hui, pour une cause sanitaire, stopper et donc affecter la valorisation. C'est très nouveau. Donc ça ne veut pas dire que ce sont des mauvaises affaires, ça veut dire que maintenant ce risque-là doit être intégré dans la rentabilité et aussi la potentialité d'une classe d'actifs. Le deuxième élément, mais je crois qu'on va en parler, c'est aussi l'accès au crédit. Il y a des classes d'actifs qui ont beaucoup fonctionné par le passé avec cet accès au crédit pas cher. Alors il y a de la liquidité pour sauvegarder le système et budgétairement, mais pas forcément pour prêter à de telles conditions sur ces actifs. Stéphane, vos clients et la bourse ? Déjà, Igor a bien résumé la partie technique de l'analyse. Nous, chez Net Investissement, on est beaucoup moins tourné sur les éléments techniques, mais beaucoup plus sur le comportement des acteurs financiers et économiques. Et quand on regarde la partie financière, pour nous, l'année 2020, pardonnez-moi, c'est pas une mauvaise blague, est une année de flux. Pas flou, de flux. Et en fait, on observe ça depuis le début de l'année. Et on a toujours cette inquiétude de voir arriver des particuliers en masse quand les bourses explosent de façon comme ça, qui peut s'expliquer comme on veut, et l'inverse également, sur des points qui, sur certains, étaient un peu déraisonnés. Une élection américaine, des choses comme ça peut avoir évidemment un impact. De là à ce que, sur une journée, le CAC 40 fasse son record en plein reconfinement, c'est quand même assez surprenant. Donc là, on peut parler des biais cognitifs de l'acteur économique, que peut être un gérant, jusqu'à Madame Michu qui investit. Nous, on surveille beaucoup les flux. Donc ces flux-là, ils doivent aller des uns vers les autres. S'il y a un problème obligataire qui pourrait être important, ça va forcément générer des flux qui pourraient encore soutenir un certain niveau de marché, plutôt actions, plutôt etc. Donc même, surtout sur des sujets thématiques. S'il y a un problème de crédit, comme le rappelait Igor, sur l'actif immobilier direct, tangible et palpable, le placement préféré des Français. Là aussi, s'ils ne peuvent plus emprunter pour acheter de l'immobilier, leur effort d'épargne, ils vont essayer de l'envoyer ailleurs. Et puis il y a toujours cette image de ces 70, 80, 100 milliards d'épargne qui n'ont pas été dépensés. On aimerait bien qu'ils arrivent à un moment donné quelque part. Quel va être l'impact aussi de cet argent-là ? En tout cas, les clients qu'on rencontre au quotidien, depuis le début de l'année, nous ont beaucoup surpris. Ils sont beaucoup plus financial aware depuis la première crise du confinement, alors qu'on ne s'y attendait pas. On pensait qu'ils allaient complètement se renfermer, et on a vu arriver beaucoup de clients qu'on va appeler soit pragmatiques, soit opportunistes. Et ça, ce moment a été l'occasion pour beaucoup de vos clients, des gens qui s'intéressent à leur épargne, de faire une revue un peu de leur portefeuille. Des clients qui sont venus, par exemple, sur la classe d'actifs, des produits structurés qui peuvent faire peur, alors que pas du tout si on les explique très correctement, des gens qui habituellement n'avaient pas du tout cette appétence, qui voulaient même pas prendre le temps de le comprendre, et là ils ont compris que dans ce genre de schéma, ça pouvait avoir un intérêt, ils sont venus
en masse. Donc on parle de flux. Et il faut suivre les flux. Et sur le thématique, évidemment, le flux, il sert le thème du moment. Et c'est là où il faut être très prudent quand on est conseiller en gestion de patrimoine. Ouais, justement, ça fait partie des thèmes qu'on traite avec vous. Alors, Igor, effectivement, c'est une catégorie, presque une classe d'actifs à part entière, ces fonds thématiques qui ont le vent en poupe depuis quelques années maintenant. Déjà, comment est-ce que vous définissez un fonds thématique? Qu'est-ce qu'il caractérise? Quel est son intérêt dans une allocation globale pour un client? Déjà que les premiers fonds thématiques, il y a quelques décennies, c'était les fonds immobiliers, puisque c'était vraiment, pour le coup, une classe d'actifs, un thème bien identifié. Alors depuis, il s'est passé beaucoup de choses. On a eu les infrastructures, on a eu les prémices de thèmes d'investissement, c'est-à-dire de grilles d'analyse, de sélection avec les sociétés familiales, par exemple un fonds comme Odo Génération. Et puis là, on est basculé vers quelque chose qui est tellement fin que le risque du flux que tu mentionnais existe, puisqu'on est sur des thèmes très, 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 très précis, avec peu d'échantillons de valeur. Et évidemment, quand il y a peu de valeur boursière et beaucoup de flux, ça les fait monter. Et puis, quand on en ressort, ça les fait baisser forcément. C'est quoi un bon thème, justement? Parce qu'il y a une différence entre une stratégie sectorielle et une stratégie thématique. Alors, oui, mais en gros, je dirais qu'il y a trois grandes idées du moment qui sont des biais croissance, des biais de l'économie actuelle. C'est le biais technologique. Donc alors là, on a tous les termes global innovation, global leader, disruptif, big data, intelligence artificielle. Mais ça, quand on découpe les portefeuilles, on trouve à peu près les mêmes valeurs, entre guillemets. D'accord. Il y a le pôle green ISR, alors lui qui est très ancien. On se souvient d'un fonds comme Pictet Water, qui a été un des premiers grands fonds à investir sur le thème de l'eau. Maintenant, on a BNP Aqua, on en a beaucoup d'autres, Natixis Systematics Water. Mais ce thème de renouvelable et vert, je ne dirais pas qu'il est éculé, puisqu'on voit que toutes les gammes de fonds s'y CSRisent, entre guillemets, mais c'est plus difficile d'y voir vraiment de la valeur par rapport à ce qu'on trouve dans la technologie. C'est déjà bien peuplé, surpeuplé, ce genre de thème. Il me semble. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas en mettre, mais ça veut dire que la différenciation entre tous ces acteurs est plus difficile. Et après, le troisième grand pôle, c'est la santé, dans laquelle on met un peu tout. Alors, la santé, c'est le cancer. Il y a des fonds spécifiques sur le cancer. Chez Candriam, il y a un fonds Candriam Oncologie. Il y a les biotech. Et puis, il y a tout un tas d'autres domaines de la santé, comme le vieillissement, qui est un thème à part entière. Mais pour moi, il y a ces trois grandes familles. Et le risque du thème, du fonds thématique, c'est d'être tellement précis. Je prends un exemple, par exemple, un thème sur... Trop étroit. Croissance, techno, Asie, demande du consommateur. Il y a un fonds chez Invesco qui s'appelle Invesco, Asia, Demand Consumer. Bon, je veux dire, après, on finasse trop. Et quand on regarde les performances, elles ne sont pas forcément différentes d'un Nasdaq ou d'un fonds généraliste sur l'Asie émergente. Et donc, comment choisir un bon thème? C'est quoi un bon thème pour vous aujourd'hui, pour vos clients, bien sûr, Igor? Et quelle place on lui réserve dans une allocation? Comment se comportent ces fonds? Vous dites, ils ont tous un biais croissance, effectivement, à travers les thèmes qu'ils traitent. Alors, c'est des thèmes du moment, donc qui sont assez amourés en fait par les investisseurs et les CGP, donc qui sont chers. Donc moi, mon conseil, c'est quand même toujours de regarder les niveaux de valorisation. Aujourd'hui, je vous ai dit les trois grands thèmes, ça me paraît assez utile de les mettre dans une allocation. Ça reste des fonds actions, donc ça doit faire partie de l'allocation action. Bien sûr. C'est pas décorrélant du tout. Alors ça peut avoir des chemins de performance différents, mais ce sont des actions... C'est du fonds de portefeuille ou c'est de la diversification? C'est de la diversification avec aussi une idée que le thème peut aussi disparaître à certaines périodes. Il peut aussi être sous-performant. C'est pas des thèmes... oui, d'accord. Non, mais on l'a vu au mois de novembre. Au mois de novembre, moins important. Les 3 dernières semaines, si vous aviez de la techno, de la croissance... D'accord, mais sur 3 semaines. Mais c'est quand même des thèmes séculaires dont vous nous parlez. C'est des méga tendances. Enfin, tous les gérants thématiques qui viennent nous vendent des méga trends, des méga tendances séculaires. Je suis d'accord, mais soit on fait... De la haute couture. D'accord. Il y a des thèmes aussi, entrepreneuriat féminin, des choses, mais il faut voir après ce que ça donne comme performance. Et ça, c'est la loi pour tous les fonds actions. Stéphane? Il ne faut pas oublier, et nous, on est en contact avec Igor au quotidien, avec les clients finaux, c'est-à-dire des gens qui n'ont peut-être pas forcément, parce qu'ils sont juste profanes, toutes les connaissances, etc., etc. Le thème, quel qu'il soit, et je vais prendre l'ISR, qui est un thème en soi, et qui va jusqu'au label. Oui. Voilà, et finalement, le SG, et qui est transsectoriel, pour le coup. Alors là, pour le coup, transsectoriel, mais qui est en fait, finalement, c'est le thème dans la gestion
et dans les limites de la gestion, qui sont des limites tout à fait moralement respectables, etc. À partir du moment où il y a eu tampon ISR, les gens ne pensent plus à regarder ce qu'il y a dedans. Et c'est pas parce que vous avez un fonds thématique ou que le fonds paraît le marketing l'a emporté. Mais c'est comme les fonds intelligence c'est comme les artificielle. SCPI. Si on regarde pas l'actif Exactement, dedans, c'est la même chose. Quand vous avez un fonds intelligence artificielle, et on va le citer encore une fois, mais LF2, Artificial, il est super parce qu'en fait, si vous ne connaissez pas le gérant et vous voyez pas jusqu'où il va dans son analyse, en fait, vous ne faites pas votre métier de stock picking sur des valeurs. Ça, c'est votre job de le faire pour votre client. C'est son job à lui d'aller sélectionner les valeurs. Ah, mais d'accord, mais vous prendre ce qu'il fait. Je vous donne un exemple par rapport au méga trend quand même. Il y a quand même dans le thématique, et c'est comme ça qu'on fonctionne, nous, chez nous. C'est pas des fonds de portefeuille, parce que comme ce sont des fonds actions, ça part avec l'eau du bain quand il y a des grands flux, même si eux, dans leur secteur, la profondeur reste évidente. Tout ce qui touche au water, que ce soit Pictet Water, Thematics Water, avec lesquels nous, on travaille chez Net Investissement, qui peut se poser un problème que l'eau, sous toutes ses formes, que ce soit le vieux contrat de Veolia sur 5 ans avec une grande métropole européenne, ou que ce soit la start-up qui va aller trouver le moyen de regarder dans nos tuyaux avec un GPS où sont les fuites et quel est le débit qu'elle doit battre, personne ne peut remettre ça en question. Le vieillissement de la population, etc. Et ça ne doit surtout pas empêcher, en particulier nos clients, de regarder quand même ce qu'il y a dedans, quelles sont les valeurs. C'est pas parce que c'est un thème qui est porteur, c'est pas parce que moralement c'est joli qu'il faut. Ça reste un fonds action. Quand même, ça reste un fonds action avec les mêmes mécanismes que le fonds action. Et si tout le monde le prend à un moment donné, alors que il n'y a rien encore de développé. Dans la santé, exemple, vous mettez tout sur un fonds qui va partir sur un fonds, on pourrait faire un terme vaccin Covid, dans un fonds thématique vaccin Covid. Il serait super bien là, dans les 2-3 prochaines années. Sauf qu'un bon thème, encore une fois, les gérants thématiques vous disent, un bon thème, c'est un thème qui n'est pas trop étroit, qui n'est pas trop spécifique, qui est transsectoriel, global, qu'on peut jouer aussi sur, comme vous dites, une profondeur de marché très large. Et c'est là où c'est impressionnant, parce que je pense à un fonds qui s'appelle Vega Disruption. Oui. Alors, Vega Disruption, on s'attend. Alors, le mot disruption, moi, je le trouve un peu galvaudé maintenant. Hein, et Dieu sait que j'ai un modèle digital. C'est surtout un anglicisme. Disruption en français. Et dans ce fonds-là, vous retrouvez de tout. C'est-à-dire, vous trouvez vraiment des technologies toutes innovantes, télémédecine, un truc très particulier, où là, pour le coup, si on n'était que sur ça, on prendrait un risque très fort. C'est-à-dire, on ferait un pari à titre perso. Mais vous trouvez aussi les GAFAM, quoi. Tout est mélangé. En fait, vous voyez ce que je veux dire? Donc l'idée, simplement, c'est on n'est plus sur le thème de la disruption, parce qu'en fait, on est sur une gestion qui mélange finalement une gestion assez correcte et cohérente d'un gérant classique. Je connais bien le gérant. Quand il viendra, je lui demanderai, parce qu'il y a de la disruption à travers les GAFAM, et il y a de la disruption à travers la télémédecine. Les plus disruptifs, c'est les GAFAM, mais c'est pas la même disruption. Microsoft ou Amazon ne se disrupte plus de la même façon qu'un petit laboratoire chinois qui sortirait une enzyme contre le cancer, par exemple. Ça reste dans le même domaine, ça sera disruptif parce que tout ça sera en digital avec de la télémédecine. Bon, de manière générale, attention au marketing, regardez ce qu'il y a dans les produits. Enfin, ça, c'est un conseil assez classique, fondamental, mais c'est toujours bon à rappeler. Oui, c'est pas toujours bon d'acheter à 5006, quoi. Voilà, restez raisonnable quand même. Hein. Ça, c'est le message qu'il est dit. Hein. Ah, bah si, c'est vous qui le dites, là. Il y a un grand bonhomme, on va pas le reciter pour la 1000e fois. Mais en général, quand tout le monde achète, c'est peut-être pas forcément le moment. C'est d'un point de vue plus pour les gens. L'immobilier. Alors là, autre thème, effectivement, et puis un thème incontournable quand on parle du patrimoine des Français. L'immobilier, déjà, état des lieux, résilience peut-être du secteur immobilier, notamment à travers l'investissement SCPI. Sophie Di est venue l'autre jour, ils vont sortir 4,5 peut-être encore de rendement sur leur meilleur SCPI cette année. On reste là-dessus. L'immobilier est un thème en soi. Je ne vais pas parler d'habitation parce que l'État s'est chargé de maintenir finalement à peu près le niveau d'immobilier d'habitation en maintenant le niveau de vie des Français. On va peut-être avoir un problème de crédit. Igor mettait le doigt dessus tout à l'heure. Ça va. Alors pour les gros majors SCPI non, mais pour les particuliers, ça pourrait scléroser un peu la demande qui serait plus en mesure d'emprunter, donc forcément un impact sur l'offre. Maintenant sur l'immobilier d'investissement auquel on pense, alors là aussi c'est pareil, c'est du thématique, ça peut être du thématique, mais alors sur la SCPI il faut vraiment avoir les mêmes raisonnements qu'un gérant. Il faut faire du stock picking sur de l'immobilier, en particulier sur les SCPI ou les OPCI, comme on le fait avec un fonds. Est-ce qu'on y voit plus clair sur les segments de marché immobilier là, qui vont être capables de repartir, où il y aura de la... C'est la résilience de l'acteur, c'est la résilience, c'est la profondeur de son métier. Je donne un exemple. Vous avez des SCPI de commerce. Je lâche le mot commerce. Alors les gens... c'est fini. Plus de commerce physique, c'est terminé. C'est des SCPI qui s'étaient spécialisés dans les enseignes de bouche, plutôt McDonald's, Burger King, KFC, etc. Le bricolage et la jardinerie. Voilà. Ce sont les 3 domaines qui sortent gagnants. Finalement de l'année 2020, et c'est des bons vieux murs de magasins, etc. Tout SCPI qui possède du Carrefour Market, du Monoprix, etc., la cartonner, etc., etc. Donc il faut être, c'est pas que le secteur, même dans le secteur qui semble être
hyper bien. Surveillons quand même à chaque fois les actifs, l'âge de l'actif et finalement comment le gérant voit l'avenir. Maintenant, l'immobilier se montre quand même dans plein de catégories très très résilient. Et nous, on surveille de très près l'hôtellerie. Très près l'hôtellerie. Quand vous dites vous surveillez, c'est-à-dire que c'est pour certains clients, c'est le moment, selon vous, de venir peut-être investir, réinvestir dans certaines catégories. Tout client qui s'intéresserait maintenant à certains fonds, et je pense plutôt à des fonds un peu plus à risque, FPS, etc., qui sont des fonds d'investissement, c'est ce qu'on appelle le private equity, capital investissement, pardon Igor, à la française, dans l'immobilier, c'est-à-dire des actifs et des fonds qui sont en période de collecte actuelle, qui n'ont pas encore investi, déployé, évidemment, sur l'hôtellerie, sur le commerce, sur tout un tas de revalorisation immobilière, le value added dont on entend parler. Comme l'argent n'est pas encore investi, avec ce qui s'est passé, les plus solides ont survécu, les moins solides auront besoin de se refinancer, sclérose du crédit bancaire normal, et bien forcément les gens vont faire des affaires parce que le fonds viendra avec un peu plus de pression à l'achat. Donc l'affaire ne se fait pas à la sortie, l'affaire se fait souvent à l'achat sur ce genre de produit. Voilà un conseil qu'on peut donner sur l'immobilier. Bon, rapport de force en faveur des acheteurs aujourd'hui, vous dites de ce point de vue-là. Ils n'ont pas cette sensation quand ils sont allés voir leur banquier et qu'on leur a dit « Ah ben non, vous aviez le bon profil il y a un mois, vous ne l'avez plus ». En revanche, s'ils ont des liquidités sur cette typologie de produits, oui. On parlait du thème ISR au sens large à travers la classe action, enfin le thème de la transition énergétique écologique, on le retrouve aussi dans l'investissement immobilier. Est-ce que c'est quelque chose qui devient un prérequis d'ailleurs aujourd'hui pour des investisseurs individuels ou plus sophistiqués? Je vais vous dire pourquoi ça devient, ça fait 20 ans que l'immobilier prépare son virage, parce qu'il y a eu les fameuses RT 2005-2012, on est encore sous la RT 2012, donc norme environnementale en gros par rapport au côté énergivore, etc. du bien immobilier. Là, on va rentrer en RT 2020 à partir du 1er janvier 2021. Alors là, ça serre la vis très fort parce que ça n'est pas simplement éviter de consommer des kilowattheures pour faire simple, mais c'est aussi en produire. Voilà, donc ça c'est très intéressant, une notion de bonus-malus. Et donc le bien immobilier devient un acteur de la vie en communauté. Bon, ça touche les particuliers, l'immobilier neuf, etc. Il y a des trucs hyper bien, des promoteurs qui commencent à travailler sur des ossature bois. Enfin, il y a une technologie là où il y a des startups là-dedans hyper intéressantes à surveiller. Dans le professionnel aussi, parce que lorsqu'on est chef d'entreprise, il y a à un moment donné, la transition écologique du vieux bureau parisien, qui est très sympa, c'est pas celui qui est facile à mettre en fibre, c'est pas celui qui est facile le vieux bureau haussmannien, oui. Voilà, et donc tout ça, ça a des perspectives énormes. En fait, la transition écologique, ça ne veut pas dire qu'il faut détruire l'ancien et le remplacer par un truc complètement blocos, etc. Non, c'est toutes ces technologies et cet apport qu'il va y avoir à la transformation, la transition, de ce qui va être, pas écologique, mais ce qui va être les supports de l'écologie de demain. Et il y a des énormes profondeurs de marché. Donc j'ai confiance, moi, sur 2021 et 2022, de ce virage des métiers. Dans l'immobilier. Igor, sur ces questions immobilières. Je pense qu'on l'a bien vu après les confinements divers. Les entreprises vont quand même réduire le nombre de mètres carrés alloués à leurs employés. Parce que, dans les métropoles, ça coûte très cher. Et deux, on s'est aperçu que finalement, l'efficacité des employés, même si ceux-ci veulent revenir au boulot pour socialiser, en gros, la dépense immobilière pour les entreprises, elle est très importante. Donc, les bureaux ce sera pas 100% télétravail, ce sera 1-2 jours, mais il y aura quand même besoin d'avoir un... Et vrai, ça va induire un changement de l'espace bureautique. Donc, ça passe par la techno, par la fibre, par la transition énergétique et aussi par le fait que les usages au bureau ne sont plus du tout les mêmes. Donc, le Covid, c'est un accélérateur sur tous les sujets. Mais l'immobilier va évidemment traverser aussi cette vague. Je reste un petit peu persuadé que l'immobilier a donné énormément de performances ces dernières années parce que les taux étaient bas et qu'ils ont continué de baisser. Il faut voir ce que fait une classe d'actifs comme ça quand les taux montent. C'est pas demain la veille. Ils montent pas les taux, Igor. Vous le savez. Hein. Quand les taux montent, si les taux montent et quand les taux montent. Et puis, ça reste quand même un actif où les normes de transition énergétique, ça fait quand même grimper le coût d'un actif immobilier. Donc après, il y a toujours cette thématique de taux d'effort, d'accès au crédit. Je pense que l'immobilier a de nouveaux défis après le Covid. Ça a été assez confort. Ça a été assez confort quand même, que ce soit l'immobilier d'habitation, et nous on a beaucoup travaillé dans l'immobilier neuf, type loi de défiscalisation, mais beaucoup sur les SCPI, sur le private equity. C'est bien en fait, c'est bien. Dans tout ce genre de crise, ça rebat les cartes
Voilà, et on va pas faire le discours sur Schumpeter, mais une destruction est toujours créatrice de quelque chose, que ce soit une destruction où on rase et on recommence. Non, on change les mentalités. Et ce que disait Igor, nous, chez Net Investissement, on a choisi au siège d'avoir des bureaux déjà disruptifs dès le départ, en mettant un toboggan, un machin, etc. Donc, je suis pas sûr que demain, les entreprises... Ça crée de la valeur, Stéphane, oui, de mettre un toboggan dans les bureaux. En fait, parce que ils ont déjà une sensation de télétravail quand ils sont chez nous. Et en fait, le mètre carré va pas être réduit. Alors si, pour des questions de coût. Mais le mètre carré, il va être réorganisé, repartagé. Et à partir de là, évidemment, parce que ça va passer par des travaux, des mises aux normes, etc., qu'elles soient technologiques pour la fibre, etc., ou qu'elles soient d'un point de vue transition, pour simplement être producteur d'une énergie, d'un positif, avoir un bonus plutôt qu'un malus. C'est hyper intéressant d'un point de vue aussi comportement de la société. Mais ce que je retiens à travers le discours sur l'immobilier, pour reboucler avec la bourse, qui était notre point de départ, c'est j'ai l'impression quand même que pour vos clients, le spectre justement des classes d'actifs et des investissements doit s'élargir aujourd'hui pour demain. Il faut s'intéresser vraiment à la profondeur de marché du produit ou du secteur que l'on vise. Et il y a une pas grande simplement différence suivre le mouvement. entre les deux classes d'actifs, c'est que la crise du Covid l'a montré, c'est que on a arrêté les visites d'appartements, de bureaux. La bourse, elle ne s'est pas arrêtée. Et on a pu traiter, on a pu vendre, acheter. Et il faut, certains le demandaient en mars. Oui, mais c'est l'arrêt des bourses, c'est quelque chose historiquement, ça a duré... les spécialistes techniciens vous disent que ça aurait été une erreur majeure d'arrêter les compteurs. C'est vrai parce que la liquidité, en fait, qu'on trouve dans les marchés boursiers, marchés cotés, normalement devrait attirer une prime. Puisque elle est inversée aujourd'hui. Cette prime, elle existe monétaire. Et donc, ça peut-être un petit peu modifier. Prime à la liquidité. On s'arrêtera sur ces paroles. Merci beaucoup, messieurs, d'avoir été avec nous dans ce rendez-vous du vendredi consacré aux questions patrimoniales, vos questions qui concernent vos finances personnelles. Igor Demac, Vital Épargne et Stéphane Van Dusvel, netinvestissement.fr étaient avec nous dans ce rendez-vous Smart Bourse du vendredi à la mi-journée sur Bismart. Nous, on se retrouve en direct ce soir à 18h30.